Chers parents, amis et sympathisants du réseau PAFEM et EduPax, nous voici au 7e épisode de la série Cartographie-moi ta vie en ligne, une émission virtuelle qui met en lumière les dangers actuels des médias ainsi que les stratégies de prévention contre la surexposition de nos jeunes aux écrans. Une émission où des capsules avec divers thèmes vous sont proposées de manière substantielle et bref. Aujourd'hui, en entretien, nous avons encore une fois Jacques Broder et Emmanuel Komikunaku sur le thème « Le temps d'exposition des jeunes aux écrans et la violence ». Bonjour Jacques. Bonjour. Heureux de te recevoir encore parmi nous ce matin. Nous sommes à notre deuxième séance de la série Cartographie-moi ta vie en ligne. La semaine dernière, tu nous as entretenus sur le thème l'exposition des jeunes aux écrans et le sommeil. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la violence dans les jeux de divertissement pour enfants et jeunes. Et tout de suite, je vais te laisser la parole. Alors, on a mon fils qui s'occupe de la technique. Alors, on est 3 générations ensemble à collaborer pour un sujet qui est le premier à avoir inquiété les citoyens d'Amérique du Nord quand la télévision est arrivée dans les foyers. Le premier sujet d'inquiétude, ça a été le comportement violent des enfants après avoir regardé la télé. Comme ça arrive dans nos familles et qu'on ne sait pas ce qui arrive dans les autres familles, alors on s'imagine que c'est seulement nos enfants qui ont été affectés. Et on a appris très rapidement, 10 années plus tard, quand il y a eu des recherches de fait, que quand la télévision est arrivée dans les villages qui étaient situés au sommet, plus proche du sommet des montagnes, dans les montagnes rocheuses canadiennes, du côté Pacifique, les écoles qui étaient situées plus près du sommet, les enfants vivaient dans des maisons qui recevaient les ondes qui envoyaient la télévision dans les foyers. Et les résidences, les écoles qui étaient situées dans le fond des vallées, ces enfants-là, ils ne recevaient pas la télévision. Alors, il y a quelqu'un qui a eu l'ingéniosité de comparer ce qui se passait dans les cours de récréation dans les écoles proches du sommet. Ouais. Il a comparé ça avec le comportement des enfants durant la récré dans les écoles au fond des vallées. Et il a constaté que les élèves, les enfants qui vivaient dans des écoles proches du sommet, ils avaient un comportement nettement, significativement plus violent que ceux qui vivaient au fond de la vallée. Déjà, on avait un indice que l'arrivée de la télévision avait un effet sur le comportement des enfants. Aujourd'hui, on va parler pas de tout ce qui se passe à la télévision. On va parler seulement des divertissements en ligne, télévision, jeux vidéo, réseaux sociaux. Donc, dans les réseaux sociaux, il n'y a pas nécessairement de massacre à la mitraillette, mais il y a du langage qui est extrêmement blessant et qui cause des dommages profonds chez les personnes qui en sont témoins en les entendant ou des personnes qui en sont victimes. Alors, on va parler aujourd'hui des divertissements violents et de l'impact de l'exposition à ces divertissements violents sur le comportement langagier ou gestuel des enfants. Diapo. Le gouvernement canadien n'a jamais porté vraiment sérieusement attention à toutes les protestations qui sont venues du Québec ou d'ailleurs au Canada, de la part des parents et de la part des chercheurs et de la part des enseignants. On est la partie du Canada, le Québec, qui a été la plus fâchée de voir ce comportement-là affecté après que les enfants ont regardé certaines émissions. Bien sûr, c'était tout le temps traité en disant ben c'est relatif, c'est temporaire, ça va passer, c'est éphémère, l'impact n'est pas profond. Alors un jour, il y a quelqu'un au Canada qui a eu l'idée de payer une chaîne de sondage pour aller vérifier ce que les citoyens du Canada pensaient de l'influence de la télévision.
Et la première question qui a été posée, on peut changer la diapo. La première question qui a été posée, c'est est-ce que d'après vous, ce que les enfants voient à la télé, est-ce que cela affecte leur comportement? 7 Canadiens sur 10 ont répondu au sondage. Plus de 2000 personnes ont été rejointes pour ce sondage, dans toutes les provinces canadiennes, de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. En passant, bien sûr, par le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique, qui est de l'autre côté du pays, de l'autre côté des montagnes rocheuses et qui fait face au Pacifique. 7 Canadiens sur 10 ont répondu « Oui, l'exposition à des divertissements violents influence le comportement des enfants. » 7 sur 10. Et la deuxième question était « Est-ce que le gouvernement canadien devrait intervenir pour limiter la quantité de violence à laquelle les enfants sont exposés? » Plus de 8 Canadiens sur 10 ont dit « Oui, le gouvernement devrait intervenir. » Mes chers amis qui écoutez cette présentation, on était en 2001, on est aujourd'hui en 2020, 20 années plus tard. Imaginez la quantité de violence dont les enfants sont témoins, ça est décuplé, triplé, quadruplé. Déjà en 2001, les Canadiens disaient que le gouvernement devrait intervenir. Diapo. La téléviolence, les émissions violentes influencent-elles le comportement des enfants? Il y a les émissions, il y a les jeux vidéo violents et il y a les réseaux sociaux. Diapo. À quel point l'exposition des enfants à cette violence-là influence-t-elle leur comportement? Est-ce que cette exposition influence beaucoup? Passablement, un peu ou pas du tout. Diapo. Voici le tableau, mes chers amis, et vous voyez toutes les provinces canadiennes, et je commence par la droite, les provinces de l'Atlantique, ce sont des toutes petites provinces, donc on les a regroupées ensemble. Manitoba, Saskatchewan, c'est les 2 provinces qui sont au centre du pays. Colombie-Britannique, c'est la province qui est à l'autre bout du pays, à l'extrême ouest. L'Alberta, c'est entre les provinces du centre et l'Ontario. Non, l'Alberta, c'est la province qui est entre les provinces du centre et les montagnes rocheuses. Donc, avant d'arriver à l'océan Pacifique. L'Ontario, c'est la plus grosse province, la plus riche province de tout le Canada, avant l'arrivée du pétrole albertain. Donc, c'est voisin de chez nous au Québec. On a la moyenne canadienne dans l'avant-dernière colonne à gauche et à l'autre bout tout à fait, on a les Québécois. Je n'ai pas d'explication, mais je constate que les Québécois, ils sont beaucoup plus portés à dire que l'influence de la violence à la télé, elle a un impact fort sur le comportement des enfants. Diapo. Question 1, 76% des répondants du Québec jugent que cette influence est grande ou passable, alors que dans les provinces atlantiques, donc à l'est du Québec, les petites provinces atlantiques, 62% des personnes pensent comme nous. 76% au Québec pensent que l'influence est grande ou passable. Dans les provinces atlantiques, seulement 62%. Les femmes et les hommes. Dans tout le Canada, 77% des femmes pensent que cette influence est grande ou passable, alors que chez les hommes, c'est 61%. Comme vous voyez, les femmes et les hommes, qui ont les mêmes enfants, oui, ne perçoivent pas l'influence avec une même gravité. Diapo. Oui, Jacques, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, bien sûr. Il y a une explication à cela. Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus proches des enfants qu'elles arrivent à percevoir ce danger? Je pense que les femmes passent plus de temps en présence des enfants. Oui. 2, elles sont donc plus conscientes de la quantité de violence que regardent les enfants à la télévision ou dans les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. 3, elles sont plus fréquemment témoins
du comportement langagier ou gestuel des enfants. Ça fait donc que chez les hommes, j'ajoute un critère supplémentaire, chez les hommes, la violence semble être plus tolérée parce que les hommes sont moins rébarbatifs à en être témoins. Ça nous fait donc 4 raisons qui nous permettent de comprendre que les hommes et les femmes ne voient pas les choses de la même façon. Merci, Jacques. Diapo. On a aussi comparé comment les francophones et les anglophones voient les choses. Les francophones et les anglophones, il n'y a pas de différence dans le temps qu'ils passent avec les enfants ou pas. En tout cas, a priori, non. 41% des francophones trouvent que l'influence est grande, comparé à 25% des anglophones. Écoute, 41%, c'est 4 francophones sur 10 qui trouvent que l'influence est grande, alors que chez les anglophones, c'est à peine 1 sur 4. Oui. À la deuxième dépeçage du contenu des réponses, on va vérifier maintenant le revenu des parents. C'est ça. Dans un foyer où le revenu des parents est inférieur à 15 000 $ par année, 40% des répondants disent l'influence est importante. 25% chez les revenus supérieurs à 60 000 $, 25% des parents pensent la même chose que les autres. Donc, tu vois, être francophone et être anglophone au Canada, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Être un homme ou une femme, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Et le revenu influe aussi sur la perception qu'on a de l'influence des émissions violentes sur le comportement des enfants. Diapo. Merci. Tu ne te gênes pas, commis, si tu as d'autres questions. Oui, d'accord. On avait une deuxième question au sondage qui a été posée. Les deux mêmes questions ont été posées à 2000 personnes. Est-ce que le gouvernement devrait s'en occuper? Puisque ça influence, on va aller voir ce que les parents disent. Diapo. J'ai reproduit la question le plus fidèlement possible. Selon vous, est-il important que le gouvernement intervienne pour limiter la violence à laquelle les enfants sont exposés? Est-ce que c'est très important, assez important, peu important ou pas important du tout? Diapo. Voici le tableau, mes chers amis. Je commence d'abord par vous montrer la colonne de gauche où se trouve la réponse des Québécois. Vous voyez clairement, encore une fois, la différence de perception entre le Québec, l'ensemble du Canada, qui est maintenant à la 3e colonne. Vous voyez ensuite l'Ontario, Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan et Alberta. L'Alberta, c'est l'endroit où on souhaite le moins possible l'intervention du Canada. Quand il y a eu des problèmes avec les emplois, avec l'industrie du pétrole, là, ils étaient très favorables à ce que le gouvernement intervienne. Mais pour réglementer ou régir ou surveiller la violence que les enfants consomment, non, ça c'était moins. Alors, ce tableau-là, il vaut très cher. Il contient beaucoup de renseignements. Diapo. Est-ce qu'il est important que le gouvernement intervienne? Alors, 91% des répondants du Québec trouvent important, alors que chez les provinces de l'Atlantique, soit province de l'Alberta, ou le paradis du pétrole au Canada, 78% des personnes, des répondants pensent que c'est important. Québec, comparativement à Manitoba et Saskatchewan, 66% au Québec des répondants trouvent très important que le gouvernement intervienne, alors qu'au Manitoba et en Saskatchewan, seulement 47%. Je vais devoir refaire ce formatage parce qu'il nous manque des bouts de phrases en haut et en bas de cette diapositive. Merci. Diapo. On va maintenant comparer les francophones et les anglophones. Les francophones trouvent très important que le gouvernement intervienne,
alors que chez les anglophones de tout le Canada, 51% des anglophones pensent que c'est important, attention, très important que le gouvernement intervienne. Pour le revenu, 64% des répondants au revenu familial inférieur à 15 000 $ trouvent très important d'intervenir, que le gouvernement intervienne. Mais chez les revenus supérieurs à 100 000, 44% seulement des personnes, des répondants, souhaitent une intervention du gouvernement. Diapo. C'est la même, c'est 84% des Canadiens trouvent important que le gouvernement intervienne, les Canadiens. Oui. 91% des Québécois pensent la même chose, donc beaucoup plus fort, et beaucoup moins fort en Alberta. On a vu cette réponse-là. On y va à la suivante. Alors moi, je raconte à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui que le vieil homme que je suis, quand on était en 86, j'étais pas aussi vieux, moi, mais j'étais impliqué dans la découverte qui a été faite avec des collègues enseignants et enseignantes que les émissions pour enfants contenaient des quantités astronomiques importantes, des quantités records d'actes violents. Oui. L'émission G.I. Joe, l'émission pour enfants, un dessin animé, 84 actes de violence à l'heure. L'émission Transformers, qui est aujourd'hui, qui a été reprise plusieurs fois sous forme de film et dans des dessins animés, 81 actes de violence à l'heure. Diapo. Cette quantité d'actes violents, elle a augmenté en 89 avec les Tortues Ninja, elle a augmenté en 93 avec les Power Rangers, toutes des émissions pour enfants. Et en 99, le top, les Pokémon, encore plus d'actes violents, près de 99 à l'heure avec les Pokémon. Et voilà que le Conseil supérieur de l'éducation, CSE, Conseil supérieur de l'éducation du Québec, mandate des chercheurs pour aller vérifier est-ce que vraiment ça influence le comportement des enfants. Diapo. Eh bien, le Conseil supérieur de l'éducation constate en 2000 et publie les résultats en 2001 que le pourcentage d'enfants avec troubles de comportement, TC, c'est troubles de comportement, ce pourcentage des enfants dans les écoles québécoises, il a triplé en 15 ans, ce qui est énorme. C'est une réalité. Entre 85 et 2000. Et on vient de voir les émissions que les enfants voient. Toute cette violence-là, elle entre dans les cerveaux. Oui. Diapo. Les chercheurs du Conseil supérieur de l'éducation, évidemment, on ne leur a pas demandé rien que de compter le nombre d'actes violents, ni de juste compter le nombre d'enfants avec troubles de comportement. On leur a demandé d'expliquer pourquoi il y a eu cette augmentation. Les chercheurs invoquent 3 critères. 1, la structure familiale est de plus en plus fragile. Quand une structure familiale est fragile, un papa et maman se divorcent ou menacent de divorcer ou de se séparer, ou se disputent plus fréquemment, structure familiale, cela a un impact sur le comportement des enfants. Deuxième facteur, encadrement parental. Des parents qui disent oui une journée puis qui disent non le lendemain, qui disent oui et qui tout à coup se mettent à dire nuit et laissent passer des comportements qui hier étaient inacceptables, aujourd'hui on ne les passe pas. Ça s'appelle l'encadrement parental. Quand cet encadrement parental il est absent ou incohérent, avec des changements sans justification, ça influence le comportement des enfants qui ne savent plus comment gérer leur propre comportement. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Oui. Et enfin, le Conseil supérieur de l'éducation reconnaît le 3e facteur. Nous, c'est là qu'on a applaudi. Oui, les enfants qui sont exposés à la violence dans les médias et sont plus susceptibles d'avoir un comportement perturbé à l'école. Plus ils sont jeunes, plus l'influence est grave. Plus ils en voient fréquemment, plus leur comportement est affecté. Oui. Diapo. Voici le champion de chercheurs,
le pionnier de la recherche en matière de violence chez les enfants, chez les ados et chez les adultes. Il a fait la dernière guerre, il a fui de derrière le rideau de fer occupé par les Allemands, et puis il est venu se réfugier aux États-Unis et il a combattu le fascisme des États-Unis. Et quand la guerre a été finie, il s'est intéressé à l'influence de la télévision violente sur les gens. Et c'est lui qui a comptabilisé combien d'actes violents un cerveau d'enfant encaisse-t-il, emmagasine-t-il au moment d'entrer à l'école secondaire, 14 ans. 100 000 actes d'agression sont emmagasinés, entreposés dans un cerveau d'enfant à 14 ans. Et parmi ces 100 000 agressions, il y a 8 000 meurtres. Georges Gerbner, décédé en 2005. Diapo. On vient de voir les résultats. Diapo. Voici dans quelles émissions, quel type d'émission les enfants voient le plus d'actes violents. La première catégorie, là, ils en voient le plus, les dessins animés. En 18 heures, et Gerbner a surveillé 18 stations. Ils ont tout enregistré 18 heures d'émission dans 10 stations les plus populaires aux États-Unis, 10 réseaux. Et il a publié ça dans TV Guide en 1992. Il a emmagasiné en 18 heures seulement 1846 agressions, surtout dans des dessins animés. Tout à fait. Et ensuite, dans des promos d'émissions de télé. Wow. Et ensuite, dans des films. Et ensuite, dans des commerciaux, des messages publicitaires pour les jouets. Quatrième catégorie, ça vient au 4e rang. Les music videos, les vidéoclips, les commerciaux pour annoncer des films, parce que si un film contient beaucoup d'actes violents, imagine-toi que dans le commercial, pour donner le goût au monde de venir voir, on en met aussi beaucoup, les commerciaux. Dans les drames télévisuels et les nouvelles, tu vois, les gens disent « Oh oui, mais il y a aussi beaucoup de violence dans les nouvelles. » Regarde à quel rang les nouvelles elles arrivent. Ouais. Assez proche de la fin. Les téléréalités, les sitcoms et les romans savons. Les petits romans savons où il n'y a presque pas de violence, ça fait que parler et parler et parler de toute la tristesse et de la peine que monsieur a faite en souriant à madame une telle, et voilà. Voilà la recherche, et il faut remercier Georges Gerbner pour ça. Diapo. Oui, merci Jacques. On va te laisser encore quelques minutes pour conclure. Voilà la pièce maîtresse de toute cette exposition à la violence. Est-ce que ça influence les troubles de comportement dans les écoles? On vient de le voir. Ça fait tripler en 15 ans. Mais là, j'ai obtenu une donnée formidable qui sont arrivées, regardez au bas, US Statistical Abstracts, le Centre canadien de statistiques juridiques et l'Interpol. Les statistiques de l'Interpol sur les crimes commis dans différents pays. Regardez comment a évolué la violence entre êtres humains, entre citoyens des États-Unis en descendant jusqu'en bas de la liste. Entre 1957 et 2006, ça a été multiplié par combien? Par 5. Par 5. Oui. On parle de voies de fait graves ici parce que les voies de fait graves, c'est une façon plus sérieuse, plus fiable de comptabiliser la violence dans un pays. C'est ça. Parce que les meurtres, c'est pas fiable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui survivent à une agression grave, alors qu'il y a 20 ans, ils mouraient, il n'y avait pas encore les services d'ambulance pour sauver la vie de quelqu'un qui venait d'être poignardé. États-Unis multiplié par 5. Canada multiplié par 4. 4, entre 62 et 2008. C'était les données qui étaient disponibles. Norvège, Australie, Nouvelle-Zélande, entre 77 et 2003, multiplié par 5. 5. France et Grèce, écoute, c'est des données formidables parce que ça arrive d'Interpol. France et Grèce, entre 77 et 2003, les voies de fait graves ont augmenté, multiplié par 4. 4. Pays-Bas, Hollande, Écosse, Suède, entre 77 et 2003,
Augmentation par 3. Par 3. 7 pays européens qui sont nommés en bas, Autriche, Belgique, Danemark, Angleterre, Pays de Galles, Hongrie, Italie, Suisse, multipliés par 2. Entre 1977 et 2003. Mes chers amis, l'exposition à la violence, ça a un prix. Et nous, dans nos sociétés, quand les agressions augmentent, quand les voies de faits graves augmentent, on engage les infirmiers, on engage les ambulanciers, on paye des médecins à l'hôpital pour soigner ces gens-là, mais on est obligé d'engager des policiers et ça coûte cher un policier. Payer un policier pendant une année, même s'ils ne sont pas tous des assassins, même s'ils sont parfois de très bonnes personnes, et il faut les payer. Alors, l'augmentation de la violence dans la société, ça coûte cher en souffrance humaine et ça coûte cher en argent. Dernière image. J'ai apporté, j'ai pas pu m'en empêcher, Komi, étant donné que tu viens du Togo puis tu es arrivé ici en 2013. Oui. J'ai pas pu m'empêcher de te mettre le tableau qui représente le nombre de personnes, d'assassinats commis dans tous les États américains et dans toutes les provinces canadiennes. Tu les as toutes. Oui. Tu vois l'endroit où il y en a le plus, Nunavut. Oui, Tu descends. Missouri au 3e rang. Caroline du Sud au 6e rang. Tennessee, Delaware. Tu vois, tu descends tous les pays, il y en a de moins en moins. Oui. Quand la colonne est rouge, c'est une province canadienne. Regarde le Manitoba, il est là, avec la petite colonne rouge. Ensuite, on s'en va en Alberta. Et ensuite, on s'en va à PEI, Prince Edward Island, l'île du Prince-Édouard, une province maritime du Canada. Et descend jusqu'au bout. L'endroit où il y a le moins de meurtres au Canada s'appelle la Nouvelle-Écosse. Juste voisin de ça. Nouvelle-Écosse, c'est grand comme ma main. C'est une île. Alors, le climat de barbarie est beaucoup plus réduit, beaucoup plus civilisé. Mais la grosse province québécoise qui est à côté, regarde le taux de suicide. On est parmi les champions. C'est pour ça que j'étais content de t'accueillir chez moi, Komi. Merci, Jacques. Il y a des crimes qui se commettent chez nous. Il y a une augmentation de la violence comme partout, mais des meurtres, il y en a moins. Donc, tu as moins de chances d'être maltraité, toi, ta femme et tes enfants. On va terminer ça là et à la prochaine reprise, on fera une suite. Merci, Jacques. C'est toujours un grand plaisir de t'entendre sur des sujets de société tels que la violence. Aujourd'hui, tu nous as entretenus sur ce thème essentiel, les écrans, les jeunes et la violence. C'est un sujet important, très profond, sur lequel je demanderais qu'on revienne pour compléter ce que tu as commencé aujourd'hui. Merci pour ta contribution, c'est très apprécié et nous continuons à travailler toujours ensemble pour apporter un plus à notre jeunesse, aux familles et à notre pays, le Québec. Merci à toi, Komi. Merci à Nathanaël qui s'occupe du changement des diapositives. Et merci à tout le monde qui prend la peine de regarder cette vidéo. Courage, mes amis. On n'est pas là pour perdre notre temps. On est là pour gagner. Et nous allons gagner. Merci à toi, Komi. Merci. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. PAFEM, guidons nos jeunes à consommer avec modération.